Bienvenue au premier webinar La Montagnier de l'année 2019. J'ai le plaisir d'être accompagné par Vincent Renouf, le directeur des laboratoires. J'ai mentionné le laboratoire Sarco, mais également du laboratoire Excel, pour brosser de manière assez globale la gestion microbienne du raisin à la mise en bouteille. Donc ça s'articulera en trois parties finalement. La première va être mené par Vincent. Il va vous parler du millésime 2018 et de ses caractéristiques, et également des outils analytiques en lien avec la gestion microbienne disponibles donc au sein de ces laboratoires. Et j'enchaînerai moi par les outils œnologiques, les solutions œnologiques, la Motabier, avec notre vision toujours par rapport au millésime, par rapport à la nouvelle tendance de la diminution des sulfites. Voilà, et puis on va tâcher de faire ces deux volets avant avec un timing de moins de 45 minutes, et puis on sera disponible ensuite pour des questions, pour répondre, tâcher de répondre, tenter du moins de répondre à vos questions, que vous pouvez donc mentionner, écrire sur le chat. Notre assistant Arnaud Ménesson, notre assistant du jour, voilà, essaiera de nous en faire une synthèse pour qu'on puisse y répondre avant midi, voilà. Donc, faut tabler sur un timing de présentation de gestion d'une heure en gros. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Vincent. On va couper la vidéo et on se reverra du coup à la fin de la présentation pour les questions. Je laisse la parole à Vincent. Donc, merci beaucoup Laurent pour l'invitation. C'est une première aussi pour moi, un premier webinaire aussi pour Sarco. Donc, ravi de le partager avec toi et avec la société Motabier. Donc l'idée c'est dans un premier temps d'en revenir sur ce qu'on a observé lors du millésime 2018 au niveau analytique au laboratoire en termes d'observation globale générale et plus particulièrement microbiologique. Donc en 2018 ce qu'on a observé, comme vous le savez, c'est notamment des degrés très élevés. Alors degré élevé, c'est un peu un leitmotiv ces dernières années. Et ce qui a été un peu perturbant, spécifiquement cette année en 2018, ça a été notamment les cinétiques fermentaires. On a eu vraiment des cinétiques fermentaires qui étaient parfois très très lentes. Peut-être une conséquence aussi de cinétique de relargage de sucre qui était un peu atypique. Peut-être des actions de foulage un peu moins fortes, des biais un peu plus petites, ce qui fait que sur des fins de fermentation, en fait, on arrivait à des bilans de matière qui s'annihilaient un petit peu. Il y avait autant de sucre qui continuait à être relargué, à être extrait, que consommé par les levures. Et face à ça, on a eu des comportements microbiens un peu atypiques qui écoulaient aussi une population microbienne sur le raisin. On va en parler après. Population microbienne sur le raisin, on va en parler après, aussi assez conséquente. Il y avait aussi un leitmotiv durant ces vinifications. On a été très très souvent nous interrogés, questionnés et donc amenés à faire des analyses sur les résidus de cuivre. C'est quelque chose qui est certainement lié aussi aux conditions du millésime, à des tendances de raisonnement des produits synthèse, donc l'usage du cuivre peut-être un peu plus importante au vignoble, une pression en milieu qui était plus importante, et puis en fin de campagne des lessivages un peu moins importants sur les raisin, ce qui fait qu'effectivement on pouvait légitimement se poser la question du cuivre. Donc sur le cuivre, pour vous donner quelques données sur le dosage que l'on fait au laboratoire, c'est vrai qu'en 2018 on a été relativement sollicité pour faire ces dosages-là. Là, le graphique que vous voyez, c'est les dosages réalisés sur vin fini. Donc c'est le suivi par millésime sur des vins finis, principalement des analyses faites au moment des analyses d'export ou sur des vins vraiment prêts à commercialisation. Ce graphe-là, il illustre pas le millésime 2018, mais effectivement un historique pour effectivement dire que le cuivre commence à être un peu présent dans les vins. On a tous appris que le cuivre partait très vite lors des macérations, fermentations, par absorption et autres phénomènes d'élimination. Mais on voit effectivement que on a des teneurs quand même qui sont un peu plus élevées sur les vins aujourd'hui. Alors c'est millésimes dépendants, probablement du fait des quantités employées au vignoble et puis des phénomènes de lessivage juste avant les vendanges. Mais on a des teneurs dans les vins qui sont un peu plus importantes. Si on prend spécifiquement les mous du millésime 2018, quand on fait le bilan de ce qu'on a analysé au niveau laboratoire, en partant des contrôles vraiment de maturité juste avant les vendanges jusqu'à la fin des fermentations, et qu'on fait le bilan, on a des valeurs effectivement assez élevées de cuivre dans les mous en 2018, autour de 3 mg par litre pour les mous de blanc, un peu moins pour les mous de rouge. Les jus de benne, des choses assez rouges.
jus de benne, des choses un peu atypiques qu'on a pu monter sur des valeurs très très fortes de plusieurs dizaines de milligrammes par litre. Alors le cuivre à ce teneur-là, ça soumet pas mal de questions. Donc là, il y a une première sur la slide, c'est vraiment nous au laboratoire, on ne posait pas de questions sur ces effets. Puis sur cette droite, c'était un peu d'humour pour dire qu'on ne fallait pas porter tous les mots sur le cuivre. Il a forcément des effets, mais il faut bien les évaluer en fonction des concentrations. Sans rentrer dans les détails, ça fera l'objet d'un article qu'on va prochainement publier sur les effets du cuivre. Et globalement, ce qu'on a observé, le cuivre a deux effets. Sur le mou puis sur le vin, on a fait un oxydant. Faut pas oublier que le cuivre participe à ces phénomènes-là sous ses différentes formes, Cu, Cu+, ou Cu2+. Et cet effet oxydant, par des analyses en électrochimie, notamment en voltammétrie linéaire, on voit qu'à partir de 0,2, 0,3 mg par litre, c'est un vrai phénomène d'actère. On voit qu'à partir de 0,2, 0,3 mg par litre, c'est un vrai phénomène d'action de cuivre sur le phénomène d'oxydoréduction, avec un abaissement des vins à la résistance à l'oxydation, des mous et des vins à la résistance à l'oxydation. En tout cas, le cuivre catalyse le phénomène d'oxydation. D'un point de vue microbien, les études qu'on a pu faire au laboratoire, qui sont compétentes avec la bibliographie, qui reprendra Laurent et précisera Laurent par la suite, on pense qu'il commence à avoir un effet autour du milligramme par litre. Le but commence à avoir un effet, les levures et les bactéries commencent à être sensibles. Alors ça suffit pas pour arrêter des fermentations ou bloquer des fermentations, mais peut-être qu'il y a des effets aussi multifactoriels qui vont se cumuler et qui vont faire que les cinétiques fermentaires vont être un peu atypiques par la présence de cuivre. Donc ça, Laurent le taillera au travers de bibliographie et puis surtout d'essais qu'il a pu mener, qui le démontrent parfaitement. Ensuite, hormis ces aspects physico-chimiques, le point principal qu'on voulait apporter, c'était les données microbiologiques de l'huile. Hormis ces aspects physico-chimiques, le point principal qu'on voulait apporter, c'était les données microbiologiques de l'humillésime. Donc, on a bien commencé un millésime au niveau microbiologique à partir du raisin. Commencer à regarder vraiment ce qu'il y a sur les baies de raisin. Donc, on a un protocole qui est relativement simple, qui consiste à analyser la microflore présente à la surface des baies de raisin par deux techniques. Une technique qui consiste à une analyse directe. On va prendre des baies de raisin, on va proprement les déposer dans un sachet sans toucher les baies, sans apporter d'autres micro-organismes. Et ces baies de raisin, ensuite, arrivées au laboratoire, on va les laver avec une solution qui permet de préserver la viabilité des micro-organismes peu détachés des raisins. Et puis on va avoir comme indicateur des nombrements de flore totale, donc des nombrements des populations de levure totale, de bactéries totales. Et puis parce que ces études d'écologie microbienne étaient initialement menées pour estimer un peu la pression de l'UNICEF, on réalise sur cette solution de lavage aussi une PCR, on va qualifier de direct puisqu'elle est directement entrée sur l'eau de lavage. Lavage aussi une PCR, on va qualifier de direct puisqu'elle est directement entrée sur l'eau de lavage. Direct parce que l'autre technique consiste à placer les raisins une fois qu'ils sont au laboratoire dans un milieu d'enrichissement qui est plus favorable à la Brettanomyces, qui permet d'aller chercher Brettanomyces si elle est présente, mais masquée par d'autres espèces de façon plus précise. Donc on fait dans ce cas-là ce qu'on appelle une PCR indirecte. Et ça, c'est des données qui sont disponibles depuis maintenant une quinzaine d'années et qui permettent un peu d'évaluer les données du millésime, même s'il y a forcément des variabilités d'une analyse à l'autre, parce qu'on a un phénomène qui est très 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 dépendant de tout l'amont viticole et la particularité des sites de prélèvement aussi. Donc si on reprend le cumul des données disponibles et qu'on positionne 2018, ce qu'on voit en 2018, c'est qu'on avait une très très faible population de bactéries, donc c'est le graphique en haut de l'écran, par rapport aux populations habituellement dénombrées. On est plus d'une fois moins de bactéries par baie de raisin que par exemple le millésime précédent. Donc ça, c'est plus d'une fois moins de bactéries par baie de raisin que par exemple le millésime précédent. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que, à contrario, les levures étaient relativement bien présentes sur le raisin. Il y avait une population de levures qui était relativement conséquente, avec une très très forte diversité. Alors, on n'a pas illustré là, mais pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde au niveau identité des espèces présentes, le nombre d'espèces présentes, et il nous est arrivé d'avoir par effectivement plusieurs dizaines d'espèces de levures, notamment des Saccharomyces présentes lors des prélèvements 2018, alors que parfois, plus simplement, on n'a que quelques espèces présentes. L'espèce majoritaire est facilement détectable. Après, l'information qui est assez intéressante, c'est la pression de Brettanomyces. Donc, on a eu une grande majorité de PCR directes négatives, c'est-à-dire que sans passer par l'étape d'enregistrement, on ne détectait pas des Brettanomyces. Quand on passait par l'étape d'enregistrement, on avait des résultats de PCR négatifs. Et ce qui est plus atypique encore que ces données-là, sur ce millésime, c'est l'évolution de ces données-là. Parce que si on suit les quantifications qu'on a pu faire sur ce millésime, c'est l'évolution
de ces données-là. Parce que si on suit les quantifications qu'on a pu faire sur les raisins qui arrivaient au laboratoire, on s'est rendu compte qu'il y a eu une progression, notamment en termes de levure. D'habitude, le phénomène est plus progressif, plus linéaire. Depuis la vération, on voit la charge microbienne progresser, notamment la charge en levure. Et là, ça a été vraiment plus tardif. Ça a mis du temps à se mettre en place, ce biofilm levurien à la surface des raisins. Mais à un moment, quand ça s'est mis en place, il a été très rapide. On a atteint la population évoquée précédemment de 10 puissance 5. Et sur la fin de campagne, on a commencé à avoir quelques cas de PCA direct positifs. Donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution progressive au fur et à mesure de la campagne de la microflore qui a rendu les raisins les plus tardivement récoltés très riches en levure, peut-être un peu plus riches en pression brettanomyces, mais en tout cas plus riches en levure. Et cette phase de progression un peu exponentielle là entre la semaine 35 et 38 de janvier 2018 a correspondé nous à ce laboratoire, on observait aussi en perte de poids. C'était un moment où les raisins ont perdu le plus de poids. Alors, ce qui a correspondu nous à ce laboratoire, on observait aussi en perte de poids. C'était un moment où les raisins ont perdu le plus de poids. Alors, ce qui a un lien de cause à effet sur la texture de la pellicule, c'est des questions qui sont possibles aussi. Mais en tout cas, voilà, ça a progressé très très fortement durant cette période-là. Ce qu'on a rajouté cette année comme analyse, et qui est assez intéressant notamment sur la thématique Brettanomyces, c'est d'essayer de mieux comprendre la diversité des souches de Brettanomyces isolées du raisin. Et pour cela, on devrait beaucoup à mieux comprendre le génome de Brettanomyces russellensis, qui est un vrai casse-tête pour le généticien ou le microbiologiste, parce que Brettanomyces, c'est une fleur qui possède un nombre multiple de chromosomes et qui a un génome relativement conséquent. Si on compare à Saccharomyces cerevisiae, il y a un génome qui est plus de 20% important, donc ça complexifie forcément la compréhension de ces phénomènes-là. Juste pour illustrer ce point-là, ça c'est un arbre génétique qui est extrait d'une étude d'écologie sur les levures, où plutôt que de faire un arbre de phylogénie classique où les auteurs ont rassemblé les levures par proximité, classique où les auteurs ont rassemblé les levures par proximité. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une levure de référence, c'est comme ça, ce que vous voyez en haut de l'arbre, et puis ils ont essayé de comprendre les évolutions des autres levures en termes de gains de gènes qui peuvent apporter des capacités d'adaptation ou de perte de gènes qui peuvent être nécessaires. Et ce qui veut dire en fait que si on considère ça comme la levure la plus primitive, Dequera, une Brettanomyces que vous voyez en bas de l'arbre, est une levure qui a rapidement évolué et beaucoup évolué pour avoir des capacités d'adaptation plus importantes et lui permettant de résister à des stress plus importants dans des conditions d'hostilité. C'est quelque chose qui commence à être aussi bien connu sur des Brettanomyces issus des oiseaux. Donc ça, c'est un arbre un classement génétique, un regroupement génétique beaucoup d'isolats de Brettanomyces qui a été réalisé par l'ISV de Bordeaux, Diesel Masneuf et Warren Albertin. Où on voit que si on regarde la partie gauche sur l'écran, on a affaire à 3 groupes de souches de Brettanomyces et Warren Albertin. Où on voit que si on regarde la partie gauche sur l'écran, on a affaire à 3 groupes de souches de Brettanomyces sur le vin. Un groupe qu'on va qualifier de diploïde et 2 groupes qu'on va qualifier de diploïde. Et ce qui est intéressant aujourd'hui à travers de ces travaux-là, c'est que on a pu corréler Warren et Isabelle ont pu corréler cette diploïdie à l'acquisition de gènes impliqués dans un phénomène de résistance. Et un phénomène de résistance qui nous concerne dans l'immunologie, c'est la résistance aux soufre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît le groupe de souches qui, de par sa troisième version d'un des chromosomes, supporte les gènes impliqués dans le phénomène de résistance aux soufre. Et c'est ici la Brettanomyces schématisée en bleu, qui va avoir une version d'un des chromosomes qui supporte ces gènes-là et qui est résistante donc, au soufre. Donc ces travaux-là, nous, on les suivait de près au laboratoire pour pouvoir essayer de les mettre en application. Donc on a travaillé en 2018 avec Isabelle et Warren à mieux comprendre leurs travaux, à dans un premier temps bien qualifier ce qu'on appelle tolérant en 2018 avec Isabelle et Warren à mieux comprendre leurs travaux, à dans un premier temps bien qualifier ce qu'on appelle tolérant et résistant, puisque l'objectif c'était d'avoir un outil avec des applications pratiques, pas uniquement de faire de la recherche sur la diversité génétique de Brettanomyces. Donc on a très exhaustivement qualifié ce terme de tolérance résistante aux souches selon notre définition, qui est donc une souche qui peut se développer et produire des innovatives au-delà de 0,4 mg par litre de SO2 actif. Et par la suite, on a développé un test aujourd'hui qui permet de voir si les Brettanomyces font partie de ce groupe triploïde résistant, ou si c'est d'autres Brettanomyces qui sont plus sensibles aux soufre. Donc ici, c'est une slide qui illustre le type de résultat que l'on obtient. Donc sur la partie droite de l'électrophorage, vous avez les souches de référence, triploïdes sensibles, triploïdes résistants et diploïdes sensibles. Et puis là, sur la partie gauche, donc 6 isolats issus d'un échantillon de vin sur lesquels on a fait le test de triploïdie résistante, ce qui nous a permis en l'occurrence là de voir que 5 souches
d'un échantillon de vin sur lequel on a fait le test de trilogie résistante, ce qui nous a permis, en l'occurrence, là, de voir que 5 souches, 5 isolats étaient résistantes au soufre. Donc, une majorité des souches présentes sont résistantes au soufre, et ça permet d'aiguiller vers d'autres traitements, puisque le soufre ne suffira pas à éradiquer ou à éliminer cette population. Donc, ce test-là, il donne la population totale de Brettanomyces et au sein de cette population le pourcentage de souches résistantes au SO2. Donc ça aussi, on a essayé de le mettre, donc ces travaux qui ont été faits en 2018, et le test il est disponible depuis les vendanges 2018, donc ça nous permet de le confronter à des objectifs concrets de terrain. Et on a fait un premier travail sur les raisins, par rapport à toutes les PCR directes ou indirectes positives qu'on vous a montré précédemment. On a gardé les isolats et puis on les a passés à ce test-là. Et en fait, on s'est rendu compte que sur raisin, on avait affaire à quasiment que des souches diploïdes sensibles, quasiment parce qu'on peut passer à côté de quelques isolats qui étaient différents. En tout cas, toutes celles qu'on a pu identifier nous sur les raisins de 2018 étaient sensibles parce qu'on peut passer à côté de quelques isolats qui étaient différents. En tout cas, toutes celles qu'on a pu identifier nous sur les raisins de 2018 étaient sensibles au SO2. Et après, c'est intéressant, c'est de suivre un peu les évolutions de ces rapports-là. Parce que si on prend la première ligne du tableau et qu'on la compare à la dernière, qui correspond notamment aux souches, on isole les caves, donc d'hygiène, par prélèvement des coupons de boîtes en tac, à la surface de petits matériels, de cubes de barriques. On constate qu'à la cave, par contre, on a un ratio de souches résistantes qui est beaucoup plus important. Donc en fait, longtemps, c'est vrai qu'on a essayé de comprendre un peu la filiation des Brettanomyces, et il y a différentes théories qui s'affrontaient en disant que les Brettanomyces du raisin dépassaient de la cave. Peut-être qu'il y a eu une évolution progressive dans le temps des Brettanomyces adaptées par le raisin, puisque la source est comme celle-ci, et qu'on arrive à retrouver que celles qui ont pu s'adapter à la cave ont acquis des capacités d'adaptation justement progressives, et notamment cette capacité à résister au soufre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la rencontre entre ces deux populations, et suivant les cas, la répartition des deux groupes. Par exemple, si on fait le point sur les fins de fermentation, on va voir c'est la rencontre entre ces deux populations, et suivant les cas, la répartition des deux groupes. Par exemple, si on fait le point sur les fins de fermentation alcooliques qui n'ont pas posé de problème, on voit qu'on a encore une majorité de souches diploïdes. Par contre, les fermentations alcooliques, c'est la troisième ligne du tableau, où on avait à faire des fermentations qui étaient languissantes, voire des arrêts de fermentation. On voyait que là, cette hémorragie microbienne en termes d'activité languissante des fleurs fermentaires va laisser la porte ouverte à des Brettanomyces résistants au soufre qui venaient certainement de l'environnement de cave. Ce qui est intéressant aussi, c'est de poursuivre un peu ces travaux. On est en train de les continuer. On pense qu'effectivement, les souches résistantes au SO2 sont souvent les plus virulentes en termes de pollution phénovolatique. C'est ce qui est vu sur la quatrième ligne du tableau. On voit que les vins qui avaient des premières teneurs en phénol volatile supportaient plus de triploïdes résistants que de diploïdes. Et c'est des choses qui sont assez intéressantes à appréhender. Donc, ces choses qu'on développe au laboratoire aujourd'hui et qui sont disponibles sont assez intéressantes à appréhender. Donc, ces choses qu'on développe au laboratoire aujourd'hui et qui sont disponibles à l'analyse, et notamment au travers de laboratoires de terrain qui peuvent faire appel à nous pour qu'on puisse réaliser ces analyses et leur restituer ces résultats pour qu'eux, dans leur conseil œnologique, puissent nous guider vers le meilleur traitement possible. L'autre problématique qui est apparue, qui nous est semblé être importante durant ce millésime, sur laquelle on a beaucoup été sollicité, probablement avec les souhaits d'établissement de l'usage de SE, c'est les souris. On a très fréquemment au laboratoire été sollicité pour des problématiques liées à ces phénomènes-là. Dans la littérature, les goûts de souris sont associés à ces molécules de tétrahydropyridine. Et la solution graphique du groupe, pardon, excusez-moi, un graphique qui vous montre les sollicitations qu'on a eu au laboratoire avec l'évolution vraiment au moment des vendanges. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes sur ces goûts de souris. Et c'est vrai que les goûts de souris, c'est un peu un concept qui est un peu sur ces goûts de souris. Et c'est vrai que les goûts de souris, c'est un peu un concept qui est un peu qui est difficile aujourd'hui là-dessus, parce que les molécules elles sont difficiles à doser, on en parlera après. Et aussi parce que moi j'ai rarement goût de souris, donc c'est vrai que le profil aromatique n'est pas non plus très évident. Et avant de faire les analyses, parce qu'on en parlera, elles sont très fastidieuses et très sophistiquées, on a essayé de comprendre un peu pourquoi les gens me disent moi à la goût de souris. Et on s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, il y avait des phénotypes qui étaient présents, ces vins qui arrivent au laboratoire en disant on a pas les goûts de souris. Donc 35% des vins qui arrivaient avec ce point-là avaient des teneurs importantes en phénol volatile, y compris des vins blancs et rosés, où on voit les teneurs en phénol volatile aujourd'hui progresser. Et puis beaucoup de ces vins-là qui avaient des acides gras, notamment des acides isovalériques, sulfuriques, c'est 4 et 5, qui donnent aussi des côtés peu agréables au vin et qui peuvent être peut-être parfois associés à ce qu'on pense à des goûts de souris. Donc les goûts de souris, ils sont liés à ces molécules, à ces trois composés,
Et aujourd'hui, le dosage des goûts de souris, les goûts de souris, ils sont liés à ces molécules, à ces trois composés. Et aujourd'hui, le dosage de ces composés-là, il est assez délicat. On le fait, nous, on a tenté de le faire durant l'année en chromatographie. Alors, la chromatographie, c'est juste une technique qui consiste à, lorsqu'on a le poignet fermé, à essayer d'ouvrir les doigts pour voir la taille des différents doigts, identifier lequel est le plus gros en pensant connaître son identité. Quand on fait de la chromatographie gazeuse, donc ça va sur les molécules les plus volatiles, et qu'on cherche les composés responsables dans les goûts de souris, c'est des profils pas très faciles à interpréter qu'on obtient, parce que déjà il y a des équipes numériques par ces composés et puis certains automères qui peuvent brouiller un peu le signal. On n'arrivait pas à avoir des signaux très fréquents. Donc ce qu'on a développé, c'est une technique de la SMS, donc basée sur une chromatographie liquide, qui est associée à deux masses en tandem, peut permettre de s'affranchir du bruit-fond. Donc si vous avez un exemple de dosage de l'ATHP, c'est une chromatographie liquide qui est associée à deux masses en tandem, peut permettre de s'affranchir du bruit-fond. Donc si vous avez un exemple de dosage de l'ATHP, ou d'exposé de l'ATHP qui montre bien le profil très pur qu'on obtient sur ce composé. Et ça permet aujourd'hui de mieux doser ces composés et de voir aussi l'importance du problème du goût de souris. Parce que si on fait le ratio, et c'est vrai que je vais l'enquête dans la présentation, on n'a pas eu le temps de le faire, mais si on fait le pourcentage de vin qui nous arrive au laboratoire 10 ans lié au goût de souris, ben finalement on est à peu près sur la même proportion de vins qui ont des C4, C5, des volatiles et véritablement des 3, c'est hydropoïdes. Donc il y a beaucoup de travaux encore à mener sur cette thématique-là, qui continue à être un des motifs de l'année, puisqu'on est très sollicité là sur les fins d'eau. Les gens n'ont pas su filtrer les vins, les gens sans souffle, ou il y a des odeurs un peu surprenantes qui apparaissent. Et voilà, donc c'est lié aussi à ce phénomène microbien. Et probablement, on s'en doute ça, Laurent Dédéra, il y a des phénomènes peut-être oxydatifs, donc l'électrochimie peut être un outil aussi pour mieux comprendre tout ça, puisqu'il y a un monde létinal qui va intervenir. Et probablement, on s'en doute ça, Laurent Dédéra, il y a des phénomènes peut-être oxydatifs, donc l'électrochimie peut être un outil aussi pour mieux comprendre tout ça, puisqu'il y a un monde létinal qui va intervenir, même s'il y a beaucoup de questions encore très en ce niveau. Donc voilà les quelques points qu'on voulait attribuer aux enzymes, la spécificité en termes de signes fermentaires, la pression microbienne, la meilleure compréhension de l'autonomie 16, et puis cette tendance à être questionnée sur les goûts. Ok. C'est la main à Laurent. Très bien. Merci Vincent. On a un peu dépassé, mais on va essayer de s'y tenir, essayer d'accélérer. Mais dans le champ d'être concis. Donc, je reprends la main. Donc, on va voir maintenant les déviations microbiennes possibles du raisin à la mise en bouteille. Et les solutions qu'on va pouvoir apporter. Alors, ça ne sera pas exhaustif, malheureusement, parce que sur 20 à 25 minutes, c'est compliqué de le faire. Mais il y aura d'autres webinars et d'autres occasions de communiquer sur les aspects sur lesquels on ne fera pas de focus. Donc, si on rentre dans les déviations microbiennes, donc, bien sûr, Vincent a parlé des glutamine-16, c'est un vrai problème. C'est source de production de phénol volatile sur les aspects sur lesquels on ne fera pas de focus. Donc, si on rentre dans les déviations microbiennes, donc, bien sûr, Vincent a parlé des glutamine-16, c'est un vrai problème. C'est source de production de phénol volatile, oui, c'est goûts animaux, très fréquents dans les vins rouges. On voit l'apparition en effet sur les vins blancs et les rosés, depuis la diminution du SO2, ça c'est un vrai problème. Oui, les goûts de souris, on en parle énormément, en effet. On a été très félicité aussi chez la Montabé pour ce problème-là. Beaucoup de travaux sont encore réalisés. Production d'acétapectine, d'acide acétique, en effet des acides gras, source d'arômes désagréables de fromage plutôt rance, etc. Quand on s'attarde également sur le consortium microbien, il y a bien sûr les bactéries lactiques avec la possibilité de dégradation des glucoses pour former donc ce qu'on appelle la piqûre lactique, notamment par les hétérofermentaires, avec la production également d'acide acétique. Trois autres maladies assez vieilles, mais qu'on réentend également par-ci par-là, maladie d'Agreste, maladie d'Atome, maladie d'amertume, ça reste quand même assez rare, on ne voit pas dans ces applications-là, et qu'on réentend également par-ci par-là, maladie d'Agreste, maladie d'Atome, maladie d'amertume, ça reste quand même assez rare, on ne voit pas dans ces applications-là, et puis la déviation bien sûr liée aux bactéries acétiques, qui est la production d'acidité volatile et d'acide acétique. Maintenant, si on s'attarde sur les objectifs et les solutions qu'on va retrouver au niveau des raisins et des mous, sur les étapes préférentielles. Au niveau des objectifs, comme on le verra sur toutes les étapes, il va falloir empêcher toute contamination microbienne néfaste. On va pouvoir anticiper le déroulement de l'alimentation. Donc, on a vu par exemple les mesures de consortium microbien sur raisin, ça donnera une très bonne idée à la parcelle au niveau d'une propriété, de l'état microbien de l'année et aussi aux concurrences qu'on pourra avoir. Et donc, les actions à mettre en place pour le contrer, en jouant sur un levurage, sur des décupes plus adaptés, sur un niveau de levurage, de dosage, etc. Ou de nutrition.
Il va falloir favoriser l'implantation des Saccharomyces cerevisiae, et donc leur laisser un terrain propice à le bon développement et le bon accomplissement de lavage, de dosage, etc. Ou de nutrition. Il va falloir favoriser l'implantation des Saccharomyces cerevisiae, et donc leur laisser un terrain propice à le bon développement et le bon accomplissement de la fermentation. Donc les solutions, donc on a dit caractériser la charge, l'état sanitaire, c'est primordial. Plus l'état sanitaire sera dégradé, plus les entrées de micro-organismes néfastes vont se faire. Ça c'est primordial. La diminution de la charge microbienne, on pourra l'aborder par du SE2 de manière traditionnelle. Mais également, donc, ça a fait l'objet d'un webinaire passé en 2018, présenté par Romain Leçon, les notions de bioprotection pour diminuer le SO2, complètement oublié ce raisin. Je vous invite à aller visionner sur la chaîne web vidéo de la Montabier. Et puis, des outils également qui restent encore à explorer en termes de contenu, de données. Sur l'application de la fermentène, ça sera l'application de Titosane, de l'isosine pour baisser charge microbienne. On pose la question également du lavage des raisins. Peu de solutions sont aujourd'hui vraiment pertinentes là-dessus, mais c'est un peu contradictoire aussi à la notion de terroir. Donc, voilà, mais on pose la question. Est-ce que sur une année comme 2018, ça aurait été peu de solutions sont aujourd'hui vraiment pertinentes là-dessus, mais c'est un peu contradictoire aussi à la notion de terroir. Donc, voilà, mais on pose la question. Est-ce que sur une année comme 2018, ça aurait été intéressant de le faire, de regarder par rapport au non-lessivage des raisins à la faible pluviométrie liée au mois de septembre. Également, l'ajustement du pH. On sait que plus les pH sont hauts, plus on aura, au niveau de la sélection microbienne, des entrées, notamment de Brettanomyces, etc. Et puis, voir, comme sur Mésine, comme en 2018, des actions d'élimination des pesticides, du cuivre également. Donc, on sait, il y a des méthodes connues comme la clarification, le charbon actif, qui sera à peu près la seule méthode, le seul instrument qui permettra d'éliminer la plupart des pesticides, autant fongicides qu'insecticides. L'élimination du cuivre également sera importante, et puis utiliser des enzymes purifiées de l'activité sémiestérase pour éviter de fournir à la bête plus de précurseurs à la formation des phénovolatiles. Donc, purifier de l'activité sémiestérase pour éviter de fournir à la bête plus de précurseurs à la formation des phénovolatiles. Donc, on va juste détailler la bioprotection, surtout par rapport à un millésime 2018 qui finalement a une charge microbienne plutôt dans la tranche haute des dernières années. Donc, une de bioprotection qui a été menée ici à Antoine, sur Malbec. Donc, la modalité témoin a été sulfitée à 5 grammes par hecto. La modalité bioprotégée a été réalisée avec l'ajout de 10 grammes par hecto de Bionature, qui est une souche de Mechnicovia pulcherrima, propre à Montabier. Une macération complémentaire de 48 heures a été réalisée, suivie d'un ensemencement de la souche excellentitaire et d'une section adaptée, avec le protocole de la Montabier. Vous retrouverez également adapté à chacune de vos matières premières via des outils d'aide à la décision qui sont disponibles sur le site web de la Motte et également sur l'application mobile qui s'appelle Nos Solutions. Ensuite, la FMR a été favorisée par la double de Noël, qui est une bactérie sélectionnée de la Motte, sur un ajout web de la Motte, et également sur l'application mobile qui s'appelle Nos Solutions. Ensuite, la FMR a été favorisée par la double de Noël, qui est une bactérie sélectionnée de la Motte, sur un ajout séquentiel, donc post à faire un placement alcoolique. Au niveau des résultats, si j'arrive à passer la peau. Donc, au niveau donc, vous avez deux graphes, donc les deux modalités. À gauche, la modalité avec SO2, 50 par hecto, et à droite, la modalité bioprotection. Vous avez en bleu les levures non Saccharomyces, en vert les levures Mechnicovia pulcherrima. Et donc, ce qui s'appelle BN, c'est la bionature. Donc, c'est l'essence bionature, la Mechnicovia pulcherima de la Montabier. Donc, si on regarde les populations microbiennes, donc sur nous, on avait une population assez conséquente de non Saccharomyces avec une bonne proportion de Mechnicovia pulcherima. Donc, en effet, on sait que c'est une non-Saccharomyces, on retrouvera naturellement sur beaucoup de terroirs. C'est le cas ici. On va voir que l'ajout de SO2 a fait diminuer sensiblement les populations microbiennes, autant sur les non-Saccharomyces que sur les Mechnicovia. Et puis qu'après un NPF, après seulement 48 heures de NPF, on va voir ces populations. On va voir que l'ajout de SO2 a fait diminuer sensiblement les populations microbiennes, autant sur les non-Saccharomyces que sur les Mechnicovia. Et puis qu'après un NPF, après seulement 48 heures de NPF, on va voir ces populations, notamment les non-sac, ont tendance à croître en termes de population. Quand on s'intéresse à la modalité bioprotégée, donc sans SO2, on va noter proprement dû à l'ajout de Mechnicovia pulcherima de la nature, on va avoir une augmentation de ces populations-là, qui semble assez pertinent, donc après ensemencement. Et puis après NPF, donc là, les tendances vont s'inverser par rapport aux témoins. Ici, on va avoir une diminution des non-Saccharomyces et une augmentation des populations de Mechnicovia pulcherima. Donc l'action de bioprotection ici est positive, elle est bien réalisée, puisqu'on a une tendance à l'augmentation de la souche qui, en termes de population, qui est sélectionnée et qui donc vouée à ne pas avoir d'action
organoleptiques néfastes. Au niveau des résultats post-EFA, sur les analyses classiques biochimiques, on ne va pas avoir de différence. Donc, vous voulez ne pas avoir d'action organoleptique néfaste. Au niveau des résultats post-EFA, sur les analyses classiques biochimiques, on ne va pas avoir de différence. Donc, on va conclure une bonne homogénéité des modalités. Par contre, on note 0 CO2 sur les deux modalités. Ça, c'est des choses qu'on sait en général. Et avec l'excellence XR, qui est une levure qui ne produit pas de SO2, qui a une balance SO2 négative, on va avoir une consommation, quand on a ajouté du SO2 sur les uns, on va avoir une consommation de SO2. Par contre, donc, au niveau des analyses un peu plus spécifiques, au niveau de l'acétaldéhyde, donc l'éthanal, molécule combinante, on va avoir, comme on le sait de la bibliographie ou des essais passés, on va avoir une plus forte teneur sur la modalité avec ajout de SO2 et 0 éthanal sur la modalité protégée. Donc ça, c'est très positif. C'est traduit par l'estimation du TL35, qui est donc la mesure, la quantité de SO2 qu'il faudra apporter au vin pour obtenir 25 mg de SO2 libre. Et on voit que bien avec un lien à l'acétaldéhyde présent et combinant pour le SO2, il faudra apporter sur la modalité sulfitée beaucoup plus de SO2 lors de l'élevage, 25 mg de SO2 libre. Et on voit que bien avec un lien à l'acétaldéhyde présent et combinant pour le SO2, il faudra apporter sur la modalité sulfitée beaucoup plus de SO2 lors de l'élevage si on part dans un itinéraire sulfitage vis-à-vis de la bioprotection, où là il en faudra beaucoup moins. Au niveau des équilibres microbiens maintenant, on voit le double de bactéries acétiques sur la modalité SO2. Donc ça veut dire que la bioprotection a vraiment eu un effet de maîtrise microbienne. Au niveau de la bactérie lactique, on est également dans la même tendance avec moitié de bactéries lactiques pour la modalité protégée. Et on a malgré tout, sur cette thèse-là, une présence de Brettanomyces, qui est sensiblement égale pour les deux modalités. Au niveau des analyses post-FNL, les écarts vont se resserrer au niveau des composés combinants, puisque l'acétaldéhyde de l'éthanal est consommé par les bactéries lactiques. Ça, c'est un phénomène assez connu. On sait que les bactéries lactiques, selon les souches, ont plus ou moins la tendance à consommer l'éthanal. Donc là, les résultats solides par la malolactique. Et puis, au niveau des composés combinants, forcément, ça se retrouve aussi, puisque ça se resserre, on a quasiment l'éthanal. Donc là, les résultats solides par la malolactique. Et puis, au niveau des composés combinants, forcément, ça se retrouve aussi, puisque ça se resserre, on a quasiment plus d'écart entre les quantités de SO2 qu'on devra apporter en élevage et de l'efficacité. Au niveau microbien, on va avoir perdu toute la population quasiment de bactéries acétiques. Donc là, on voit que les populations de bactéries lactiques ont pris la place et on fait diminuer ces populations-là. Nos bactéries lactiques, on va être sensiblement sur le même équilibre, on a le double sur la modalité sulfitée. Et puis au niveau des Brettanomyces, on aura 10 fois moins sur la modalité protégée. Donc on commence à avoir des travaux bibliographiques, Armand avait parlé sur son webinaire, où on voit les possibles interactions entre les muscles bucérina et les Brettanomyces, avec l'hypothèse de cette libération de bucérine, un antibiotique qui serait inhibiteur des populations de Brettanomyces. C'est quelque chose qu'on peut sentir ici sur ce résultat. Voilà. Au niveau des fermentations, maintenant, donc les objectifs vont être d'éviter les laminées qu'on peut sentir ici sur ce résultat. Voilà. Au niveau des fermentations, maintenant, donc les objectifs vont être d'éviter les lamissements et les arrêts de fermentation, bien sûr, qui sont des portes d'entrée, notamment au Brettanomyces, entre autres en fin de FA. Il va falloir avoir un accomplissement au maximum des sucres. Donc, en termes de glucose-fructose, on va essayer de se rapprocher des teneurs inférieures à 0,3 g par litre. Il va falloir favoriser les FML. Donc ça, on sait que moins les levures vont cesser, plus elles sont dans les conditions favorables, moins elles libéreront des inhibiteurs d'hym bactéries lactiques. Donc, en favorisant les FML, en ayant des FA franches et nettes, on favorisera naturellement les FML. Et puis, il faudra, comme on l'a vu pour la première étape, empêcher toute combinaison de problèmes néfastes. Bien sûr, je ne l'ai pas abordé pour la première étape, mais c'est tout le temps de l'itinéraire de l'unification. L'hygiène matérielle, l'hygiène bûcher sont des paramètres primordiaux pour cette bonne gestion microbienne. Au niveau des solutions, donc bonne gestion des FA, la qualité de levirage, la bonne souche, sont des paramètres primordiaux pour cette bonne gestion microbienne. Au niveau des solutions, donc bonne gestion des FA, la qualité de levirage, la bonne souche, en adéquation avec les analyses de son mou, les caractéristiques de son mou, la bonne nutrition, on a parlé d'un outil de la décision, ça vous aidera également à apporter la nutrition la plus adaptée, la plus juste, ne pas trop nourrir, mais ne pas sous-nourrir non plus les micro-organismes. On abordera en focus la notion de tolérance ou de résistance au cuivre, on verra les résultats. Je pose la question parce que c'est plus difficile que par rapport au cuivre de trouver des résultats pertinents sur les pesticides, de par la diversité des pesticides également, en termes de concentration, en termes de type de produits. Voilà, donc on abordera dans le futur ces notions-là, j'imagine, de tolérance des souches. Bien sûr, la notion de co-inoculation de bactéries. Alors chez la motorie, on est
depuis très longtemps, depuis 15 à 20 ans, ce travail, la co-inoculation. Et en effet, dans le but de favoriser le DFMN, ça sera une clé, et surtout pour limiter ce travail, la co-inoculation. Et en effet, dans le but de favoriser le DFMN, ça sera une clé, et surtout pour limiter le gap, l'écart entre le moment d'accomplissement de la FA et le démarrage de la maladie, qui est une opportunité de coordination microbienne. Et puis également, de manière préventive, sur 2018, avec des teneurs en alcool potentiel plutôt élevés, la détoxification préventive en FA sera une clé également, ne pas attendre le languissement, ne pas attendre la fermentation pour agir, et à anticiper sur le deuxième tiers de la FA, commencer à ajouter des écorces de levure détoxifiantes pour aller chercher justement ces acides gras inhibiteurs en partie susceptibles de venir inhiber les bactéries. Au niveau du cuivre et de leur action avec les levures, donc une publication assez simple de Sun en 2015, des publications, puisqu'il y en a deux, ont montré pour des teneurs en cuivre qui sont dans la fourchette, on va dire, qu'on pourra rencontrer sur le terrain, donc de 0 à 20 mg par litre, ont montré pour des teneurs en cuivre qui sont dans la fourchette, on va dire, qu'on pourra rencontrer sur le terrain, donc de 0 à 20 mg par litre. 2 mg par litre, ça sera en gros le maximum qu'on pourra retrouver. Sur la partie du haut, vous avez deux levures qui sont testées, et sur la partie du haut, et les graphes A et B, vous avez l'expression des populations de ces deux levures, avec des différentes modalités, croissantes en cuivre. Donc il y a des différences. Plus il y a de cuivre, plus les levures ont du mal à croître, même si les écarts restent minimes à notre échelle. Donc au niveau population et grossissement de population, le cuivre a un effet, mais il est limité. Par contre, si on s'intéresse au graphe du bas, C et D, qui correspondent finalement à l'évolution de la fermentation, à l'activité métabolique et à l'accomplissement de la fermentation, on voit que là il y a des très gros écarts, et que finalement, plus on rajoute de cuivre, moins les levures ont la capacité d'avoir des bonnes cinétiques fermentaires. Donc un vrai effet du cuivre inhibiteur sur les fermentations. Et puis les photos qui sont à droite sont issues de la seconde publication, d'avoir des bonnes cinétiques fermentaires. Donc un vrai effet du cuivre inhibiteur sur les fermentations. Et puis les photos qui sont à droite sont issues de la seconde publication de Sun. Alors 1,50 micromol, ça représente 96 mg par litre de cuivre. On est sur des valeurs très très hautes, mais elles permettent ces valeurs-là de montrer. Alors c'est sur les deux photos du bas, on voit si vous approchez de l'écran, on voit des aspérités apparaître sur les souches de levure. Donc en effet, on sait que dans les phénomènes d'absorption du cuivre, la première étape c'est l'absorption sur la membrane, et donc qui a priori, de manière visible, crée des aspérités, donc des dommages sur la membrane. Voilà. Donc on va effet de cuivre au niveau levurien. Maintenant, si on s'intéresse à l'essai mené par la Montagnier pour caractériser nos différentes souches de la gamme et leur réaction cuivre. Donc on a pris un jus de raisin commercial, donc des valeurs biochimiques tout à fait classiques. On a fait des ajouts de 2 et 5 mg par litre de sulfate de cuivre pour vérifier, regarder les valeurs biochimiques tout à fait classiques. On a fait des ajouts de 2 et 5 mg par litre de sulfate de cuivre pour vérifier, regarder les cinétiques fermentaires et leur capacité à accomplir les fermentations. Donc vous avez ici le résultat, donc aucune différence significative dans la phase de latence, dans la capacité des levures à enclencher une fermentation, et aucune différence significative sur le niveau de population. Vous avez ici l'exemple de l'XR, 6 heures après semencement. Voilà, les courbes tout à fait, selon les quantités de cuivre, les courbes tout à fait proches et sans différence. Pas de différence significative non plus sur les acidités volatiles et la production d'acides gras inhibiteurs en fin de fermentation. Et puis, vous avez un tableau qui récapitule les valeurs de glucose et fructose retrouvées en fin de fermentation pour les différentes souches testées. Globalement, on voit que même jusqu'à 5 mg par litre, qui est quand même assez conséquent, finalement, sur à l'échelle d'une seule et même cuve. On parle pas de jus de benne et de fermenté à part. Et à l'échelle du même cuve, 5 mg par litre, ça sera en gros le maximum que vous retrouverez. On voit que toutes les souches accomplissent parfaitement les fermentations avec des glucoses très bas. On voit que toutes les souches accomplissent parfaitement les fermentations avec des glucoses très bas, voire juste au-dessus de la limite de quantification. Donc on est plutôt à ce niveau-là, c'est rassuré sur la résistance de nos souches, la tolérance à la série de valeurs de cuivre assez importante. Maintenant, j'ai repris cette publication de 2002 qui ne prend pas le cas de la FA, mais plutôt de la FML, où on va se rapprocher du millésime 2018 et de l'aspect multifactoriel, de ce qu'on a mis en hypothèse pour expliquer les enrichissements et les arrêts de FA cette année, sur le fait que si le cuivre, par rapport à notre puissance de nos souches, si on le prend à part, si seul le cuivre aurait effet néfaste,
ça ne suffit pas à expliquer finalement ces enrichissements césariens, mais on met une hypothèse que ça c'est le cumul donc du cuivre, la présence de SO2, la présence d'acide granulitaire, de l'éthanol, la notion de pH également, ça serait le cumul de différents facteurs qui feraient conduire ces problèmes de fermentation. L'acide granulitaire, de l'éthanol, la notion de pH également, ça serait le cumul de différents facteurs qui feraient conduire ces problèmes de fermentation. Et en effet, on voit sur le graphe de gauche que par exemple la notion de cumul de facteurs néfastes se montre bien entre le cuivre à 5 mg par litre et le cuivre à 20 mg par litre. À partir du moment où il n'y a pas d'éthanol, où il y en a beaucoup, on voit bien qu'il y a une différence dans la capacité d'accomplissement de l'FML, deux bactéries lactiques à accomplir, à grignoter finalement de l'acide lactique en acide malique en acide lactique. Donc, et sur la partie de droite, vous avez l'effet inhibiteur de différents paramètres, donc ce qu'on a abordé, sur l'activité ATP asique des bactéries lactiques. Donc, on va voir que ça représente à différentes échelles sur les facteurs, et que le cuivre un effet sur les bactéries lactiques, moins puissant que le SO2 par exemple, mais que le cuivre aura un effet. Et donc, si on se met dans la situation où on cumulait ces différents facteurs, on aurait bien que le SO2 par exemple, mais que le cuivre aura un effet. Et donc, si on se met dans la situation où on cumulait ces différents facteurs, on aurait bien des effets au niveau fermentaire, et on peut l'imaginer au niveau fermentation alcoolique également, non seulement au niveau malolactique, mais également alcoolique. Voilà pour expliquer potentiellement ce qui s'est passé sur ce millésime. Pour terminer, le dernier point, on va essayer d'accélérer sur l'élevage. Il nous reste 5 minutes. Donc les objectifs, comme on l'a vu précédemment, ça va être d'empêcher toutes les contaminations microbiennes. Donc les entrées devraient être gérer les populations de bactéries lactiques, bactéries acétiques, et d'avoir les micro-organismes sont plutôt favorables à la formation des bouts de souris. On va gérer ça selon son itinéraire technique, par gestion du SO2, si on peut se permettre de l'utiliser, par la gestion de l'oxygène et de la gestion du potentiel redox. De manière générale, il faudra limiter les apports d'oxygène, qui sont des bons moteurs de croissance pour l'ensemble des micro-organismes, et notamment avec les bactéries acétiques, notamment au niveau du potentiel redox. Être vigilant au niveau des lits pour l'ensemble des micro-organismes, et notamment avec les bactéries acétiques, notamment au niveau du potentiel redox. Être vigilant au niveau des lits, on sait que les charges microbiennes sont toujours plus importantes. Les vindouillages, on n'y pense jamais assez, mais les vindouillages sont souvent délaissés dans le chai, sont source de contamination pour l'ensemble du chai au niveau microbien. Et puis, on fera un focus sur la maîtrise des populations, notamment par des résultats qui abordent le chitosane et le lysozyme. Bien sûr, le collage permet de diminuer les populations sans acquérir de mortalité. Et puis, la filtration, en mettant une mise en garde sur la formation possible, de laisser passer le net non cultivable, et la flash pasteurisation, qui a aussi le défaut de créer un vide microbiologique. Il faudra isoler également, mais ça on l'a abordé rapidement, c'est de isoler les lots avec des sucres fermentés cibles, et ça c'est un paramètre qui a été vu ce millésime, c'est plus de sucre réduit à la fin, peut-être par des foulages plus légers ou des places plus chargées. La gestion du parc de millésime, c'est plus de sucre réduit à la fin, peut-être par des foulages plus légers ou des places plus chargées. La gestion du parc de barrique avec toutes les modalités, l'atmosphère, plus ou moins humide, la consume, le type de fermeture des barriques. Voilà. Donc tout ça, il faudra bien le gérer. Et puis, on abordera, pour terminer, la possibilité de réaliser une bioprotection également sur l'élevage, non seulement sur les reins, au niveau élevage. Un point rapide pour compléter ce qu'a dit Vincent, donc pour montrer la différence de réaction des souches de Brettanomyces vis-à-vis de SO2, notamment du SO2 actif. Vous avez ici 3 souches de Brettanomyces et on voit que sur la capacité à diminuer les populations, différentes valeurs de SO2 actif, elles réagissent pas du tout pareil. Et elles réagissent également pas pareil sur la capacité à produire des phénols volatiles. Donc ce point-là est abordé plus précisément dans le dernier webinaire. Donc je passe vite. Ici, pour vous ressignifier des résultats plus récents sur l'application de chitosane vis-à-vis des Brettanomyces, où on va à 4 grammes par hectare de traitement, d'un produit qui s'appelle Kilbrest, qui est à base de chitosane pure. On va avoir par rapport à un témoin qui est plutôt chargé en brett, 4 grammes par hectare de traitement, d'un produit qui s'appelle Kilbrest, qui est à base de chitosane pure. On va avoir par rapport à un témoin qui est plutôt chargé en brett, entre 10 exposant 4 et 10 exposant 5. On va avoir au bout de 15 jours, au moment où il faudra soutirer le vin pour éliminer cet amas de chitosane et de Brettanomyces. On se retrouve à 0 population viable, donc cultivable sur boisse. Et donc, au niveau de l'épifluorescence, qui est le graphe qui est chamarré en vert à droite, c'est juste dû à l'incertitude, on est en dessous de 10 exposant 3. Donc, plus de population viable détectée après 15 jours avec ce traitement. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on connaît bien. Également, cette étude nous a montré que Brettanomyces
étaient sensibles au clitosane et que les bactéries lactiques, donc c'est exprimé ici par le Nococcus soni en vert, la réduction microbienne due au clitosane des bactéries lactiques, on voit bien qu'on est sur le même ordre de grandeur nécessaire de clitosane, puisqu'il faut 20 grammes par kilo dans cette étude, comme pour les Brettanomyces, pour diminuer totalement la population. Donc, les bactéries lactiques clitosane, puisqu'il faut 20 grammes par kilo dans cette étude, comme pour les Brettanomyces, pour diminuer totalement la population. Donc, les bactéries lactiques réagissent de la même manière que les Brettanomyces sur le clitosane. Ce qui en fait du coup le clitosane un outil intéressant dans la gestion microbienne au niveau non seulement des mais des bactéries lactiques, en complément du lysozyme qui est exprimé ici, puisque le lysozyme, dans cet essai à 15 grammes par hecto, montre une diminution d'un log 3 des populations de bactéries lactiques seulement pour une dose de 15 grammes hecto, qui est comparable finalement à une dose très haute de 150 mg par litre de SO2. Donc le lysozyme est une vraie arme pour lutter contre les bactéries lactiques dans les procédés de diminution de SO2, et c'est aussi pertinent que le SO2, voire plus. Au niveau des populations de bactéries qu'on peut retrouver sur l'élevage, les bactéries acétiques, avec ici une étude qui montre que au niveau d'Acetobacter pastorianus, qui est la plus fréquente qu'on retrouvera, le clitosane également a un effet sur les populations du même ordre qu'on retrouvera. Le clitosane également a un effet sur les populations du même ordre que 60 mg par litre de SO2. Donc là, on est sur l'équivalent de dose de 5 grammes par litre de clitosane. Le mécanisme d'inhibition de bactéries acétiques est scientifiquement pas du tout prouvé. On pense à un effet collage du clitosane dans ce cas. Voilà, mais ça fonctionne. Et donc, des essais propres à notamment maintenant pour vous montrer l'effet synergique du lysozyme et du clitosane sur les populations microbiennes. Donc ici, on va faire un focus uniquement sur les bactéries lactiques et bactéries acétiques. Vous avez le cas ici de vin blanc, 2018. Donc, toutes les modalités en 1, le témoin, comme les modalités A1, B1, sont des additions avec SO2, donc du SO2 que moi je considère comme antioxydant, autour de 25 mg par litre de SO2 libre. Et puis les modalités en 2 sont des modalités sans SO2. Donc les ajouts de clitosane pur ont été apportés, c'est les modalités A, et les modalités B correspondent à des ajouts synergiques de clitosane et de lysozyme. C'est les modalités A, et les modalités B correspondent à des ajouts synergiques de clitosane et de lysozyme. Ce qu'on voit ici, sur ce vin blanc, c'est qu'au niveau des bactéries lactiques, c'est le cumul du lysozyme et du clitosane qui va être le plus pertinent. Et qui va être le plus pertinent en termes de population et en termes d'acide volatile, c'est la ligne que vous avez en dessous des graphes, pour la modalité sans sulfite, bizarrement, mais ça va bien fonctionner comme ça. Et puis au niveau des bactéries acétiques, on va avoir le meilleur résultat en termes de population et d'acidité volatile sur la modalité également de synergie entre lysozyme et clitosane. Maintenant, si on s'intéresse à un vin rouge, également 2018, on va avoir le même type de résultat au niveau des bactéries lactiques, puisque c'est la synergie lysozyme-clitosane qui sera préférable au clitosane seul, avec en plus une volatile relativement basse de 0,23. C'est ce que vous avez entouré en rouge, donc sur le graphe en rouge, le bâton en rouge. Et puis, pour les bactéries acétiques, la réaction sera différente. On va ici avoir un meilleur résultat sur clitosane pur, donc en émettant l'hypothèse de cette notion de collage. Ici, avoir un meilleur résultat sur clitosane pur, donc en émettant l'hypothèse de cette notion de collage de clitosane sur les bactéries acétiques, même si le cumul du lysozyme et du clitosane se comporte très bien en termes de volatile et de fonction microbienne. J'ai juste rajouté les modalités E1 et E2 qui sont des additions de gélatine, donc pas d'action antimicrobienne sur la mortalité des micro-organismes, mais juste un effet de collage pour montrer que finalement, en termes de réduction de bactéries acétiques, c'est tout à fait pertinent. Mais ce n'est pas pertinent sur l'acidité volatile. On voit qu'on a une volatile qui a bien flambé sur ces modalités-là. Donc ça met bien en relief le fait que les bactéries acétiques sont souvent réduites par le collage, l'effet de collage, mais que le collage seul ne permet pas d'inhiber les activités métaboliques potentiellement néfastes, notamment la production d'acidité volatile. Donc il faudra préférer des traitements qui a le collage, des traitements microbiens comme le lysozyme, le clitosane, pour de meilleures actions. Maintenant, pour compléter ce qu'a dit Vincent, pour de meilleures actions. Maintenant, pour compléter ce qu'a dit Vincent sur les goûts de souris, juste un focus d'une synthèse bibliographique issue d'une équipe d'Australiens qui sont assez précurseurs sur ces travaux-là, juste pour montrer les possibles hypothèses de formation des goûts de souris, donc l'implication de deux acides aminés, la lysine et l'ornithine, l'implication également de l'éthanal, l'acétaldéhyde, l'implication également, donc ça a été très corrélé au niveau des formations de ces goûts-là, un très gros lien avec le potentiel redox. Donc ces facteurs-là nous amènent
à des notions à la fois microbiennes et biochimiques dans la gestion, donc limiter les oxydations, limiter les contaminations microbiennes, sachant que les micro-organismes impliqués sont les lactobacilles, les Brettanomyces et les bactéries lactiques. Et où, donc ça peut être un cumul de ces micro-organismes, voire chaque micro-organisme à part qui serait capable de les produire. Les mécanismes précis sont pas vraiment identifiés, qui serait capable de les produire. Les mécanismes précis sont pas vraiment identifiés, mais de manière naturelle, on entend ici que si on avait une capacité de réduire les précurseurs, la lysine et l'ornithine, c'est un bon moyen de limiter la production des gouttes de souris. Et puis, si on réduit la charge microbienne en lactobacilles, les Brettanomyces et bactéries lactiques, du moins sur des micro-organismes non connus, on pourra facilement réduire les risques. Pour terminer sur les gouttes de souris, je vais vous montrer les travaux de cette étude qui date de 2001 pour montrer en effet l'effet souche, notamment des bactéries lactiques, sur la capacité à produire différentes gouttes de souris. On voit ici par la diversité des micro-organismes, vous avez un abscisse, les différentes productions des 3 molécules identifiées responsables de souris. On voit bien qu'il y a une diversité absolue avec des variations de 1 pour 10, de 1 pour 20, selon la souche. Donc, un effet souche. Donc, attention aux souches de micro-organismes que vous aurez naturellement dans vos mains, ou à celles que vous pouvez ajouter pour faire vos fermentations allolactiques. Ça pourrait avoir un impact sur la pour faire vos fermentations allolactiques. Ça pourrait avoir un impact sur la formation des souris. Et puis, pour terminer, je voudrais juste ouvrir sur un nouveau thème qui occupera les équipes de la Montabier pour les mois et les années à venir. C'est la bioprotection en élevage. Avec cette étude ici qui est relativement récente et très pertinente, qui montre, donc sur la partie du haut, vous avez les populations de nos coccyonies, donc des bactéries lactiques, et sur la partie du bas, vous avez les Brettanomyces qui ont été inoculées donc à différents moments. Donc la première colonne, c'est les populations de bactéries Brett pour un ajout de Brettanomyces juste à la fin de l'eau lactique. Les 2 graphes du milieu, au centre, correspondent à des ajouts de Brettanomyces 34 jours après la fin de la malolactique. Et puis, pour le graphe, les 2 graphes sont tout à fait à droite, ça correspond à des ajouts de Brettanomyces 112 jours après la fin de la femelle. Rapidement, ce qu'il faut interpréter de ces données, c'est déjà que les bactéries lactiques survivent dans cette essai-là jusqu'à 3 mois. C'est déjà que les bactéries lactiques survivent dans cette essai-là jusqu'à 3 mois après la fin de la malolactique, donc peuvent avoir un état de bioprotection, limiter toute entrée d'autres micro-organismes, ça c'est déjà positif. Alors 3 mois, ça reste pertinent, mais c'est à remettre quand même en verre par rapport à ce qu'on sait de la bibliographie et des différents travaux qu'on pourrait avoir. C'est qu'on peut retrouver des populations assez conséquentes de bactéries lactiques sur des lins, même mis en bouteille jusqu'à 1 an, 2 ans après la fin des malolactiques. Donc ça, c'est déjà positif, c'est de se dire qu'on peut maintenir des populations bactériennes connues très longtemps en cours d'élevage ou carrément en bouteille pour réaliser une protection naturelle. Le seconde conclusion qu'on peut tirer de ces graphes-là, c'est la bonne action d'une des bactéries qui est représentée par les graphes avec des ronds noirs. Cette bactérie-là, quel que soit le moment d'ajout des Brettanomyces, va inhiber totalement les populations de Brettanomyces, ou des Brettanomyces va inhiber totalement les populations de Brettanomyces, qui ne sera pas le cas des autres souches. Donc ça veut bien dire que des phénomènes, alors non élucidés aujourd'hui, on parle de réaction de cell-cell contact, de réaction entre cellules qui pourraient s'inhiber, mais on parle surtout, comme pour la Magenicolia bacteriima, de possibilité de libération de toxines inhibitrices de la Brettanomyces. Et pour cette souche en question, ça semble être le cas, puisque même après la mortalité totale de la souche, 112 jours après la malolactique, on a encore un effet inhibiteur sur les populations de Brettanomyces. Voilà, donc ça ouvre de très belles perspectives pour la suite. Avec notre axe de travail, soit on limitera les populations par des produits comme le chitosan, le lysosime ou autre, soit on pourra carrément jouer sur des protections naturelles avec des micro-organismes sélectionnés. Voilà. En bref, on a repris tous les éléments de gestion microbienne selon les différents moments. Donc, au niveau du mou, il y aura le SO2 de gestion microbienne selon les différents moments. Donc, au niveau du mou, il y aura le SO2, la bioprotection, le chitosan, le lysosime. Au niveau des fermentations, on pourra jouer par, on l'a vu, la co-inoculation, une bonne nutrition, la détoxification. Et puis, pour terminer, je vous ai pris juste un exemple d'un itinéraire possible de gestion des Brettanomyces en cours d'élevage. En prenant 2 cas, un cas où le pH serait inférieur à 3,7 et un autre cas où le pH serait supérieur à 3,7. Donc, avec une répartition avec l'itinéraire de gestion d'élevage avec du SO2 ou sans SO2 pour les 2 cas.
Donc, si on prend le premier cas, donc pH inférieur à 3,7, qui veut dire que si je suis dans une itinéraire SO2, je pourrais utiliser le SO2 par son volet actif pour lutter contre les micro-organismes. À ce moment-là, je vais réaliser un petit Brett pour savoir connaître la sensibilité ou la résistance de mes souches de Brettanomyces sf. Et donc, si ma souche est sensible et que je peux utiliser du SO2, je traite. Et donc, si ma souche est sensible et que je peux utiliser du SO2, je traiterai au chitosane selon le niveau de population de 4 à 10 grammes par hecto. Et ensuite, pour ne pas former et favoriser la formation de viables non cultivables par un stress SO2, je traiterai au SO2 pour obtenir un SO2 actif autour de 0,6 mg par litre. Et donc, ici, la synergie entre chitosane et SO2 feront qu'on aura une bonne réduction microbienne au niveau des brettes. Second cas, je suis un pH bas, je ne peux pas utiliser de SO2 en élevage. Je vais réaliser une PCR ou une boîte pour évaluer le niveau de population de brettes. À ce moment-là, je vais traiter avec du chitosane de 4 à 10 grammes par hecto. Puis, je maintiendrai, alors non, là, on était dans le cas de la résistance, excusez-moi. Je traiterai avec un SO2 antioxydant pour le premier cas. Et puis, si je suis sans SO2, je n'aurai l'opportunité que de traiter avec du chitosane de 4 à 10 grammes par hecto. Dans un volet où le pH ne favorise pas l'activité du SO2 suffisamment pour lutter au niveau microbien. Donc là, c'est deux cas beaucoup plus simples. Dans le cas du SO2, j'aurai du chitosane en synergie avec un SO2 antioxydant à 25 mg par litre. Et puis, dans le cas d'une gestion par sans SO2, je n'aurai également, comme dans le premier cas, que la possibilité de traiter avec du chitosane de 4 à 10 grammes par hecto. Après ces traitements-là, ce que nous conseillons chez la Montavier, c'est d'attendre 15 jours, de soutirer après ces 15 jours, bien sûr, sans oxygène, et puis de traiter en cours d'élevage de manière préventive pour éviter toute reformation de population de Brettanomyces sf, de possibles reprises de viables non cultivables ou de possibles recontamination, de traiter à 2 grammes par hecto de chitosane. Pourquoi pas plus? Parce qu'il va falloir également gérer l'addition de chitosane vis-à-vis de la dose maximale légale qui est déterminée pour l'action antimicrobienne, notamment au niveau des brettes, à 10 grammes par hecto. Donc, il faudra être vigilant par rapport à ça. Et puis, vis-à-vis des travaux qui ont été réalisés, qui nous amènent à penser que le chitosane aurait une rémanence de 3-4 mois, il faudra également imaginer retraiter avec du chitosane tous les 3-4 mois pour maintenir un niveau préventif antimicrobien. Voilà. J'ai essayé d'aller vite. J'espère que ça a été clair. On en a terminé pour la présentation. Et puis, a priori, il n'y a pas de questions. Ça tombe bien puisque l'heure est terminée. Il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout a été clair. Donc, on vous remercie avec Vincent pour votre participation. On vous amène à pouvoir revisionner la vidéo qui sera sur notre chaîne Webideo. Et puis, on vous salue et on vous dit à bientôt. Merci. Au revoir.